On va passer au premier débat de ce club. On va parler de l'emploi des seniors. Il y a quelques jours, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé vouloir raccourcir la durée d'indemnisation des plus de 55 ans en recherche d'emploi. Alors, toutes les enquêtes le montrent. Il est plus difficile pour un senior de trouver un emploi. Jérôme Rabier a suivi l'un d'entre eux, frappé par le chômage. À bientôt 55 ans, Franck Bunner peut afficher sur son CV une longue expérience professionnelle, principalement passée dans l'industrie. Mon CV, j'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait des études en Allemagne. Tout de suite, je suis parti en Suisse. J'ai travaillé dans une belle entreprise dans le secteur de technologie. J'ai vu même changer de pays, changer de culture, changer de langue, changer de secteur. Et je me suis installé en France. J'ai pris le poste d'un responsable de service client et j'ai obtenu également des très beaux résultats. Son dernier poste dans une PME française s'est soldé par un licenciement en 2019 à 50 ans. Et depuis, Franck Bunner enchaîne les déconvenus. Là, vous voyez 3 piles de candidatures sur des postes qui m'intéressent, qui sont en adéquation avec mon profil, mais pas que. Je m'adresse également à des sociétés, à des secteurs hors de mon premier cercle de compétences. Vous avez fait combien de candidatures au total ? Plus de 1000. Il sait que son profil part avec un handicap, un facteur sur lequel il n'a aucune prise. Je ne peux pas changer mon âge, je peux changer mon salaire, je peux changer le poste que je vais obtenir, je peux essayer de convaincre, avoir un discours qui est appétissant, qui est enrichissant et valorisant, mais je ne peux pas changer que je perds un petit peu mes cheveux. En fin de droit, Franck Bunner a accepté un poste à temps très partiel. Il assure le transport scolaire d'enfants handicapés, 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi pour environ 400 € par mois. Enthousiaste et motivé, il ne comprend pas la proposition de Bruno Le Maire d'encore réduire la durée d'indemnisation des chômeurs de plus de 55 ans. Comment on peut tenir un genre de discours et de rendre encore plus difficile la vie des seniors ? Vous savez, en ce moment, je dépends à 100% de ma femme qui a un salaire et c'est très difficile d'imaginer le futur. Franck Bunner n'a pas baissé les bras dans sa quête d'emploi et est accompagné notamment par Solidarité Nouvelle face au chômage, une association qui accompagne plus de 3500 demandeurs d'emploi qui constate la persistance des préjugés sur les seniors. Les phénomènes de discrimination, il y a des préjugés relatifs au manque de malléabilité, au manque de perméabilité aux nouvelles technologies, à la fatigabilité, à la moindre capacité à s'adapter à des transformations, à des évolutions. Eux aussi dénoncent les propos de Bruno Le Maire qui met l'accent sur des indemnités chômage qui n'inciteraient pas au retour à l'emploi. Beaucoup de gens, et la plupart, préfèrent travailler, y compris moins cher, voire pour l'équivalent de ce qu'ils perçoivent en allocation chômage, plutôt que de ne pas travailler. C'est toute la vision de la place des seniors en entreprise qui doit être revue selon l'association. Formation, temps partiel, transmission, les chantiers sont nombreux et ne peuvent se régler en mettant uniquement l'accent sur la question des indemnités chômage. On voit cet exemple, Nicolas, de cette personne, Franck, licenciement en 2019 à 50 ans, depuis des galères, un temps partiel. Est-ce qu'il y a dans notre pays un problème avec l'emploi des seniors ? Oui, bien sûr, il y a un problème, puisque quand on regarde les statistiques de l'emploi pour les tranches d'âge les plus élevées, on est en dessous de la moyenne européenne, et donc il y a clairement une difficulté pour le marché du travail français et de pouvoir de fournir aux seniors des postes, notamment à ceux qui ont été dans des parcours d'emploi avec des successions d'emplois différents. Et là, on a une vraie difficulté qui est une difficulté typiquement française, et c'est pour ça explique que Bruno Le Maire veuille s'y attaquer, ainsi qu'Elisabeth Borne. Il y a un sujet pour eux. S'ils veulent arriver à continuer de faire baisser le chômage et passer de 7% à 5%, à ce moment-là, il y a un sujet d'emploi des seniors qu'il faut absolument résoudre. Alors, on le voit au fil du temps, il y a un facteur d'espoir, c'est que ce taux d'emploi des seniors, il progresse année après année. C'est notamment un effet des réformes passées des retraites, mais ça reste insuffisant pour rejoindre la moyenne européenne. Ouais. C'est dû à quoi, Pierre ? Est-ce qu'il y a une réticence des employeurs ? Dans le reportage, on entendait l'association dire qu'il fallait revoir la place des seniors dans l'entreprise. C'est ça le problème aujourd'hui ?
Oui, mais le problème, c'est presque une vision philosophique des âges de la vie. C'est-à-dire que la réforme des retraites, on en a suffisamment parlé sur ce plateau pour rappeler qu'à un moment donné, quand on a travaillé toute sa vie, on peut aussi se dire qu'on peut être utile à autre chose sans être forcément dans un rapport employeur-employé. Toute personne à partir de 55-60 ans est grand-parent ou peut avoir une activité sociale dans des associations et donc être aussi actif pour l'économie que d'être employé dans une entreprise. On sait aujourd'hui que le problème principal, c'est d'ailleurs l'inemployabilité pour un certain nombre de chefs d'entreprise qui préfèrent recourir à des jeunes profils plutôt qu'à des profils plus âgés, donc 55 ans, qui sont parfois plus fragiles et en même temps inemployables. Vous prenez des aides-soignantes ou des infirmières qui portent des poids toute la journée, ou des aides à domicile qui portent des poids toute la journée. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces personnes-là qui ont fait toute leur carrière dans ces métiers-là, qui ont le dos courbé, qui ont des maladies des os, qui ont plein de problèmes de santé, qu'on va leur dire qu'il faut continuer à travailler, à porter des poids dans l'hôpital, dans les cliniques, chez les personnels à domicile. C'est ça qui est quand même problématique. Il y a à la fois un problème de comment on sécurise les travailleurs jusqu'à un âge avancé, et en même temps l'obligation, l'absolue nécessité aussi faite aux entreprises de recourir à l'emploi des seniors, parce que c'est vrai que les entreprises ne privilégient pas les personnes les plus âgées, alors qu'évidemment elles ont des compétences et des connaissances, elles pourraient accompagner des jeunes qui rentrent dans le milieu professionnel. Enfin, il y a tout un tas de choses à inventer, mais le problème, c'est que la lecture de Monsieur le maire et de ce gouvernement de l'employabilité des personnes de plus de 55 ans, elle se fait contre eux. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont plus de 55 ans, ils veulent plus travailler. Non, c'est pas vrai. Ils ont un parcours souvent plein et ils arrivent en fin de carrière effectivement blessés. Et donc, c'est pour ça que les chiffres des plus de 55 ans sont de plus en plus importants et de plus en plus conséquents dans les chiffres du chômage. Mais inventons un autre monde. Il y a des jeunes qui cherchent de l'emploi et des vieux qui veulent sortir de l'emploi pour être utiles différemment. C'est ça qui va pas. C'est cette philosophie qui consisterait à pointer la responsabilité sur les plus de 55 ans, alors qu'ils peuvent être tout à fait bénéfiques à la société. C'est le contrat de génération qu'avait voulu faire François Hollande. C'est ce contrat de génération. Alors notamment. Oui, il avait appelé ça le contrat de génération, mais il n'avait pas véritablement marché non plus. C'est-à-dire que les objectifs n'avaient pas été atteints, les entreprises n'avaient pas joué le jeu, il n'y avait pas suffisamment d'élan et d'entrain et d'activité économique pour que ça fonctionne. La croissance était restée assez faible à cette époque. Mais il faut être lucide aussi sur les métiers qui sont concernés. C'est-à-dire que les personnes qui se retrouvent dans l'emploi, dans le chômage et qui ont plus de 55 ans, c'est pas des catégories sociales professionnelles supérieures, c'est pas des journalistes, c'est pas des intellectuels, c'est pas des universitaires, c'est pas des médecins, c'est pas des avocats, c'est souvent des métiers qui sont des métiers les plus difficiles, des mécaniciens, ce sont des ouvriers, ce sont des boulangers, c'est des métiers qui sont difficiles. Ce sont souvent ces personnes-là qui ne retrouvent pas de l'emploi parce que des problèmes de physique, parce que aussi un problème d'inemployabilité de la part de l'employeur. Donc c'est aussi la responsabilité de l'employeur. Et c'est ça qui est assez insupportable avec ce gouvernement, c'est toujours de mettre la responsabilité face aux personnes qui se retrouvent en situation de détresse, d'exclusion sociale et de chômage principalement. Alors justement, on va revenir sur cette mesure annoncée par Bruno Le Maire, en tout cas sa volonté d'abaisser la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans pour l'aligner sur celle des autres chômeurs. D'abord, Steve, pour qu'on comprenne bien aujourd'hui, quelles sont les règles de l'indemnisation des seniors? Et qu'est-ce qu'un senior aussi? C'est la question. Un senior, c'est une personne qui a plus de 50 ans selon l'INSEE. Quand elles sont au chômage, ces personnes bénéficient de règles spécifiques car elles ont plus de difficultés à retrouver du travail. Les demandeurs d'emploi reçoivent une allocation plus longtemps lorsqu'ils ont 53 ou 54 ans et encore plus longtemps à partir de 55 ans. Si vous avez 53 ou 54 ans, la durée maximale d'indemnisation peut aller jusqu'à 22 mois et demi. À partir de 55 ans, elle peut aller jusqu'à 27 mois au total. À titre de comparaison, pour tous les autres travailleurs, la durée, c'est 18 mois maximum. Pour les seniors, les bornes d'âge vont être relevés. Oui, le gouvernement donne aux partenaires sociaux une deadline. Ils ont jusqu'au 15 mars pour négocier et trouver un accord sur l'emploi des seniors. Objectif de l'exécutif, créer les conditions pour arriver à un taux d'emploi plus important chez les seniors à horizon 2030. Vous l'avez dit tout à l'heure, Nicolas, la France est sous la moyenne européenne en la matière. L'exécutif veut changer tout ça et il met la pression. Écoutez. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait encore des durées d'indemnisation différentes suivant qu'on a plus de 55 ans ou moins de 55 ans? C'est une hypocrisie totale. C'est une façon de mettre à la retraite de manière anticipée les plus de 55 ans.
Le plein emploi d'ici à 2027, c'est le cap fixé par Emmanuel Macron. 5% de chômage, c'est le plein emploi. Aujourd'hui, on est autour de 7,4%. Il y a encore du boulot. Ça passe, selon le gouvernement, par un alignement, on l'a entendu, de la durée d'indemnisation des différentes catégories de chômeurs. Bruno Le Maire a aussi voulu donner un tour de vis aux dépenses de la Sécu. En gros, aujourd'hui, le gouvernement dit aux syndicats, négociez comme vous voulez jusqu'en mars, mais n'oubliez pas qu'à la fin, c'est moi qui décide. Est-ce que Bruno Le Maire a raison, Nicolas, de dire que le plein emploi passe par une réduction de l'indemnisation chômage pour les plus de 55 ans? Ça passe sans doute par certaines mesures, celle-ci et d'autres, et ça passe d'abord, parce que c'est l'élément principal, par une croissance économique soutenue. C'est l'élément qui permet de réduire le chômage partout, c'est mathématique. Il n'y a pas plus puissant qu'une croissance économique soutenue pour créer des emplois. Donc ça, c'est l'élément principal. Et ça a été d'ailleurs l'alpha et l'oméga de la politique d'Emmanuel Macron depuis son élection. Et c'était aussi la politique qui était déjà recherchée par ses prédécesseurs. Donc il n'y a rien de très nouveau autour de cet axe-là. Après, effectivement, il y a... Sur le marché du travail, on a parlé des seniors, on peut parler aussi des jeunes, des éléments qu'il faut sans doute régler un peu différemment pour les adapter à la conjoncture économique. La logique, mais qui est celle de l'assurance chômage, c'est de faire en sorte que la protection soit plus forte quand la conjoncture va mal, et puis qu'on libère un peu les choses quand la conjoncture va mieux. La difficulté pour le gouvernement en ce moment, c'est que la conjoncture va un peu moins bien. Donc vous pouvez avoir un discours plus libéral qui est logique et qui fonctionne quand on est dans des périodes où la croissance est bonne. Et à partir du moment où ça ralentit, ce qui est le cas en ce moment, c'est un peu plus difficile de l'entendre. Après, sur le point spécifique des seniors dont parle Bruno Le Maire, pourquoi est-ce qu'ils ont une durée du chômage supérieure aux autres? C'est parce que les partenaires sociaux ont considéré que c'était plus difficile de retrouver du travail quand on avait au-dessus de, aujourd'hui, disons, 55 ans. Cette situation, c'est un peu une spirale infernale, parce qu'à partir du moment où vous dites que les gens n'ont pas de possibilité de retrouver du travail, que vous les laissez au chômage plus longtemps, ça se transforme en une espèce de pré-retraite. Et d'après le gouvernement, il y a des situations d'abus de personnes qui vont se faire licencier en négociant un départ avec leur employeur pour ensuite pouvoir, parce que c'est possible, c'est permis, s'inscrire à l'assurance chômage et se faire une espèce de pré-retraite personnelle. Bon, cette situation-là, elle n'est pas quantifiée. Enfin, moi, j'ai pas vu de chiffre précisément, mais évidemment, si elle existe, il faut absolument la traiter parce qu'elle n'est pas très juste. Et c'est ce que dit Bruno Le Maire. Lui, il dit qu'il envoie un message positif aux seniors, Pierre. Il dit, on a besoin de vous, on a besoin de votre expérience, mais le fait d'avoir une longue durée d'indemnisation, ça pousse, comme le dit Nicolas, c'est une manière de les mettre à la retraite anticipée. Il veut lutter contre ça. Mais son obsession à Bruno Le Maire, c'est d'être le ministre qui aura réduit le plus le chômage. Et ils ont commencé à réduire le chômage. C'est une belle obsession quand même. Ça dépend comment on s'y prend. Parce que comment ils ont commencé à réduire le chômage en mettant le maximum de gens en apprentissage, en formation et qui retiraient des effectifs des chiffres du chômage. Donc effectivement, plus on sort les gens du chiffre du chômage sans les installer dans l'emploi durable et l'emploi un peu sûr, évidemment, on arrive à faire baisser les chiffres du chômage. Je trouve ça assez marrant de voir M. Le Maire aujourd'hui nous expliquer qu'il veut créer un contrat qui pourrait permettre à des gens de plus de 55 ans d'être réemployés dans des contrats à 80%, payés 90%. Ça va coûter de l'argent. Et d'ailleurs, dans le même temps, lui qui disait dans le JDD il y a quelques semaines, ou je ne sais plus quel journal, dans quelques semaines, qu'il fallait siffler à la fin de la sortie, la fin de la tribune dimanche. C'était la tribune dimanche. Pardon, j'ai fait dans la tribune dimanche, il sifflait la fin de la récré en disant qu'il fallait arrêter, il fallait serrer les vis de dépenses publiques. Et aujourd'hui, il nous explique qu'il va falloir plus de flexibilité à l'échelle européenne pour justement financer ce type de contrat qui ne me semble pas être les plus adaptés justement à la problématique des seniors. Les seniors sont ceux qui sont le plus longtemps au chômage. Il faut s'interroger pourquoi, c'est quel type de métiers qui sont concernés. Je le disais tout à l'heure, c'est souvent des métiers manuels qui sont difficiles. Donc peut-être il faudrait envisager des reconversions ou des accompagnements vers d'autres secteurs. Mais encore une fois, on a aussi une vision très marchande, très productive presque des individus. Et encore une fois, une personne âgée qui va être bénévole dans une association ou qui va aider ses petits-enfants, qui va garder les petits-enfants, peut être tout aussi profitable, bénéfique à la société que d'être réemployé dans une entreprise, là où un jeune pourrait prendre un emploi. Ça paraît baigné de sens. J'aime pas cette expression, j'ai dit baigné de sens, alors je ne supporte pas. Il n'y a pas de sens. Chacun a son propre sens. Mais ce que je veux dire, c'est que ça paraît logique, il y a une forme de logique à dire, privilégions plutôt l'employabilité des plus jeunes.
plutôt qu'à vouloir absolument... En fait, le gouvernement est en train de mettre des rustines sur sa réforme des retraites. C'est-à-dire qu'il a bien compris qu'aujourd'hui, le problème de sa réforme des retraites, c'est plus on va mettre les gens tard à la retraite, plus il va falloir les occuper. Donc les 55 ans... Ce sujet, il avait été identifié dès la réforme des retraites, puisque le gouvernement a demandé au patronat et aux syndicats de s'entendre, de trouver des solutions et d'inventer des moyens de permettre à cet emploi des seniors de progresser. Ce sujet était quand même identifié et connu. Il valait mieux s'occuper d'abord de l'employabilité de tout le monde avant de s'occuper de la réforme des retraites qui aujourd'hui est un véritable problème et un véritable casse-tête sur les 55, 64 ans, 65 ans, 66 ans qui va être le taux de départ, le l'âge de départ à la retraite. Attendez ce que décideront éventuellement syndicats et patronats qui sont autour de la table, qui ont 3 mois pour en discuter et faire des propositions. Et à la fin, il y en a qu'un seul qui décide. C'est intéressant de savoir ce qu'ils vont proposer. Et à la fin, comme disait Steve, il n'y en a qu'un seul qui décide. Et justement, on va en parler de celui qui décide, Bruno Le Maire. On va dire un mot, Steve, parce parce qu'on n'en sait pas beaucoup. Vous voulez parler de la loi Pacte? Oui, ça on a compris que vous n'en saviez pas beaucoup. Non, mais il y a des mesures pour l'entreprise. Il est sur une ligne pour l'entreprise. Oui, alors il faut rappeler déjà la loi Pacte. Qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui a été adoptée en 2009. L'idée, c'est de simplifier la vie des entreprises. Et effectivement, Bruno Le Maire a annoncé la semaine dernière une loi Pacte 2 qui devrait être présentée en début d'année prochaine. Alors ce qu'on sait, c'est quand même les premières orientations du gouvernement. Bruno Le Maire a accordé un entretien à nos confrères du Parisien. Il s'agirait notamment de réduire fortement le délai de recours contre un licenciement. Il est actuellement d'1 an. Bruno Le Maire veut le réduire à 2 mois. On va voir ce qu'il nous dit. Aujourd'hui, lorsque vous licenciez une personne, un recours contre l'entreprise reste possible pendant 12 mois. Il est important que les salariés puissent être protégés, mais ce délai est trop long dans tous les autres pays développés. Ces 2 mois, cela me semble un bon délai. Pas certain que les partenaires sociaux soient du même avis. Voilà, on voit une ligne très pro-entreprise, un risque de brouille avec les partenaires sociaux. Est-ce que Bruno Le Maire fait du Macron ? Il fait un peu du Macron quand même. Alors il est dans cette situation d'avoir potentiellement une deuxième loi. Alors c'est pas à son nom, on appelle ça la loi Pacte, mais c'est quand même lui qui était à l'initiative et à la réalisation de la première. C'était un peu le cas aussi avec Emmanuel Macron à son époque. 2015, il fait la première loi Macron. Et puis ensuite, il y a en discussion la deuxième loi Macron qui deviendra la loi El Khomri. Je ne refais pas l'histoire. Mais bon, on peut voir un petit parallélisme. Et puis surtout, la volonté pour Bruno Le Maire de poser sur la table des idées qui sont un peu disruptives, qui font causer et qui mettent un peu la lumière sur son ministère et sur lui-même, bien sûr, parce que c'est ça l'objectif final. Et c'est toujours cet objectif-là en politique. Et donc, cet objet de négociation autour du contrat de travail, on ne peut pas savoir vraiment s'il ira jusqu'au bout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les partenaires sociaux n'accepteront jamais, en tout cas côté syndical, d'aller jusque-là. Il faudrait aussi que puisse être identifié qu'il y a vraiment un problème spécifique sur la façon dont on conteste les licenciements. Là encore, il n'y a pas, à ma connaissance, de chiffres très précis là-dessus. J'espère me tromper. Donc Bruno Le Maire, c'est pas la première idée qu'il met dans le débat ces dernières semaines. On voit qu'il est dans une stratégie de positionnement un petit peu en décalage par rapport à l'image de bon élève de la Macronie qu'il avait jusqu'ici. Il avance ses propres options, c'est sa stratégie individuelle. Ça lui permet d'exister au-delà du ministère de l'économie, d'engranger des points. Et on voit dans les sondages d'opinion qu'il a plutôt une bonne cote. Il est l'une des personnalités préférées des Français sur le plan politique. Alors il reste loin derrière Édouard Philippe, mais en tout cas, il est dans une situation aujourd'hui de pouvoir faire valoir ses propres idées et de se faire entendre à un niveau peut-être qu'il n'avait jamais atteint, je dirais, depuis la primaire de 2016 des Républicains. Et du coup, il se fait taper dessus notamment par Marine Le Pen. Pierre, incapable de créer de l'emploi, de relancer l'économie, Bruno Le Maire accuse désormais les seniors d'être responsables de ses échecs. Est-ce qu'elle cherche à retourner la politique de Bruno Le Maire à son avantage pour apparaître comme la défenseur des travailleurs? Et est-ce que Bruno Le Maire, qui, on le rappelle, a renoncé à aller aux législatives dans son département de l'Eure où le RN a fait un carton, est-ce que c'est pas un mauvais point pour lui pour la suite? Je ne sais pas si c'est un mauvais point, mais en tout cas, vous avez raison de rappeler que tout ça est aussi un jeu, et c'est dommage qu'on l'appelle comme ça communément, mais un jeu politique. Sur le plan économique, Marine Le Pen et Bruno Le Maire convergent sur bien des sujets. Marine Le Pen, comme bien d'autres de ses amis à l'échelle internationale, que ce soit Milei en Argentine ou Wilkers aux Pays-Bas, ils ont un programme, l'extrême droite française a un programme ultralibéral qui ne consiste pas du tout à aider les plus pauvres d'entre nous, qui consiste plutôt justement
gouvernement à supprimer, comme semble vouloir le faire Milei en Argentine, vous savez, avec sa tronçonneuse, on va couper les dépenses publiques parce que ça suffit, les assistes, etc. Marine Le Pen, elle refuse quand à l'Assemblée nationale il est proposé d'augmenter les salaires ou d'augmenter les minima sociaux, elle refuse de voter ces textes-là. Il faut arrêter de se dire que l'extrême droite aujourd'hui serait la voix qui porterait les demandes et les aspirations populaires. Donc Marine Le Pen et Bruno Le Maire ont des convergences communes sur les questions économiques. C'est absolument indéniable. Marine Le Pen, jamais elle mettra des contraintes aux entreprises pour les questions sociales, les questions écologiques. Bruno Le Maire ne le fait pas plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on demande aux entreprises de faire plus d'écologie, plus d'insertion des personnes en situation de handicap, plus de personnes au-delà de 55 ans. Mais il n'y a aucune contrainte qui pèse sur ces entreprises-là. Donc, il n'y a pas véritablement... Enfin, il y a une compétition politique, mais en vrai, Marine Le Pen, sur le plan économique, vaut assez fortement ce qu'est la Macronie. Alors moi, je ne vois pas du tout les choses de cette manière. Avec cette lecture. Non, évidemment pas. Vous avez le Rassemblement national, héritier du Front national, qui est très étatiste, beaucoup plus étatiste que ne l'est Bruno Le Maire, qui est d'une inspiration libérale évidente, et on l'a évoqué il y a quelques instants, et l'extrême droite. Alors, il y a une autre partie de l'extrême droite qui est beaucoup plus libérale, mais ça, c'est plutôt côté Zemmour. Même si on peut les catégoriser tous les deux d'extrême droite, ils ne sont pas forcément, entre Zemmour et Le Pen, les mêmes options économiques. Donc, sur le plan européen, évidemment, ça n'a rien à voir, puisque le cadre européen tel qu'il est défendu par Bruno Le Maire et par le gouvernement, il tend plutôt par une forme de fédéralisme. Je mets des guillemets parce qu'il y a des débats sémantiques assez violents autour de cette question, alors que le Rassemblement national et l'extrême droite dans son ensemble est d'un nationalisme qui exclut toute coopération poussée avec l'extérieur des frontières. C'est le rapport à la mondialisation, oui, bien ça, sûr, je suis d'accord avec vous. Mais c'est le cadre d'exercice des entreprises. En vrai, pour moi, les deux incarnent c'est pas du tout le même cadre. Les deux, pour moi, incarnent un néolibéralisme, c'est-à-dire c'est pas moins d'État, c'est plus d'État au service des puissants. Il nous reste 3 minutes. On va parler de ce qui sera sûrement la phrase de la matinée, une phrase qui risque de faire du bruit. Elle est signée Gérard Larcher, interrogé dans la matinale de RTL sur Jean-Luc Mélenchon. S'aligne ses déclarations. Le président du Sénat n'y est pas allé de main morte. On l'écoute. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin, tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. C'est direct. Alors, on n'est pas habitué à ça de la part de Gérard Larcher. Ça exprime quoi? Le ras-le-bol de Jean-Luc Mélenchon? On voit sur son visage un petit rictus de satisfaction quand même au président du Sénat, parce qu'il a osé prononcer ce mot, cette phrase. On n'a pas l'habitude de l'entendre dans ce registre, en tout cas pas publiquement. Et c'est vrai que de la part de ce personnage institutionnel, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait cette forme d'expression qui est quand même, qui est pas au niveau de l'institution qui représente. Il me pardonnera de dire ça. Après, il exprime sans doute ce que beaucoup de monde autour de lui et parmi la population française pense de ce que fait et ce que dit et des positions de Jean-Luc Mélenchon ces dernières semaines. Et voilà, il a exprimé, peut-être s'il s'est fait le porte-parole d'une grande partie de la population. On voit que Jean-Luc Mélenchon est désavoué, on le voit dans les enquêtes d'opinion. Donc quand il s'exprime ainsi, Gérard Larcher ne prend pas de risque en réalité. Gérard Larcher qui connaît bien Jean-Luc Mélenchon. On rappelle qu'ils sont arrivés au Sénat ensemble il y a une quarantaine d'années maintenant. Ils ont tous les deux été très jeunes sénateurs. Est-ce qu'un président du Sénat peut dire ça, Pierre ? Alors j'ai oublié le nom de ce philosophe, mais j'ai lu un livre qui est fascinant, qui s'appelle Médiocratie. Et je trouve que ce que l'on a entendu ce matin sur cette antenne de radio révèle assez bien ce qu'est l'état de notre panel politique, la médiocrité qu'ils incarnent. Et je trouve assez dommage et dommageable pour ceux qui écoutent, ceux qui voient la vie politique se dérouler, d'en arriver à ce type de formule. Mais en même temps, est-ce que ça n'exprime pas le fait que Jean-Luc Mélenchon a franchi certaines lignes ? Je suis souvent agacé sur ce plateau, j'en suis pas à dire à mon contradicteur des propos aussi désobligeants. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des désaccords politiques qui doivent être assumés, et c'est bien qu'ils soient assumés. Il y a des outrances du côté de Jean-Luc Mélenchon, il y a aussi des
des outrances et des questionnements qui doivent être interrogés de la part de M. Larcher. Moi, ce qui me choque le plus dans cette séquence, c'est que M. Larcher a décidé que Jean-Luc Mélenchon était sorti de l'arc républicain. Ça, pour la peine, moi, je trouve que c'est une forme d'outrance, c'est une forme de banalisation, parce qu'il ne dira pas la même chose de Marine Le Pen. Elle n'est pas sortie de l'arc républicain, voire elle y serait rentrée. Elle y serait rentrée, en tout cas. Ça, pour moi, c'est un fait politique majeur que de considérer que Jean-Luc Mélenchon est sorti de l'arc républicain. Et je pense que c'est une forme d'outrance, compte tenu de ce qu'est le programme de Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de ce que l'on caricature de Jean-Luc Mélenchon, qui vient de sortir un livre quand même. Il faut je veux bien qu'on fasse la vie politique sur les comptes Twitter, mais il y a une vie en dehors de Twitter. Il serait bien qu'on s'intéresse à cette vie-là aussi. Très rapidement. Est-ce que les outrances de Jean-Luc Mélenchon, qu'on dise à des outrances inhabituelles de la part de Gérard Larcher? Oui, je le pense aussi, mais c'est le cas de tous les extrêmes. Les extrêmes ont pour particularité, alors pardon de faire un peu de théorie pendant 3 secondes, mais les extrêmes vous obligent à prendre position. Les extrêmes vous empêchent d'être neutre et de rester dans une pondération et une modération qui devrait être celle de tout débat républicain où on s'écoute, où on prend en considération les arguments des uns et des autres, une démocratie mature qui manifestement n'est pas le cas de la France. Et donc quand Gérard Larcher a cette expression, évidemment il va sur un terrain très émotionnel qui est celui d'habitude des extrêmes, mais il est en quelque sorte contraint de le faire parce que ces extrêmes poussent le bouchon tellement loin qu'elles obligent le champ de la modération à réagir ainsi.